Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get there better warning, which makes me know where we the line was left to be. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à Quinqueliba. Je suis très heureuse de vous retrouver ce jeudi pour le 4e. Coach Tandara pour la gym, pour plus de conseils pour vous. Vous retrouverez également la chronique archive avec Alioune Diop qui continue la saison avec nous, bien évidemment. Et puis, 2 invités en plateau. Dans un petit moment, c'est Alioune Badara Kane qui vous présentera les profils de nos invités de ce numéro. Eh bien, aujourd'hui également, nous vous emmenons en France où nous retrouverons Tafa, notre spécialiste pour tout ce qui concerne les questions immobilières. Son sujet est à découvrir dans un petit moment. Le bulletin météo, ce sera avec nos partenaires de la NACIM. Et après 7h30, je vous proposerai tout simplement de regarder le bulletin d'infos de votre matinale. Vos réactions, commentaires et vos contributions à nos débats du jour, eh bien, ça se passe sur la page Facebook RTS1 puisque nous sommes en direct. Et vous le savez, si vous êtes un habitué de cette émission, le sommaire est complet. Voici les prévisions du jour. Dans un moment, je vous retrouve en plateau avec l'équipe. À tout de suite. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de la NACIM. Il fera toujours frais le long de la côte, disons le littoral nord, sur l'axe Dakar allant jusqu'à Saint-Louis. Des températures qui vont être très peu élevées attendues sur cette partie du pays, avec une chaleur nocturne et matinale qui va être très sensible dans l'est du territoire et qui va persister même jusque dans la journée. Donc, en termes d'animation satellite, nous verrons que peu de nuages sont attendus sur le pays au courant de cette journée. Plutôt des moments d'éclaircie qui seront notés avec des vents qui vont souffler depuis l'océan sur les régions proches de la côte et des vents d'est, donc l'harmattan, qui va beaucoup plus intéresser la moitié est du pays. En termes de prévision, nous nous attendons à des températures qui vont fortement dépasser 40 degrés sur toute la moitié est du pays. Des températures de 43 degrés attendues à Kaffrine, Tambacounda ou encore Kédougou. Nous aurons 44 degrés à Matam et à Bakel, le maxi des maxi, il sera enregistré à hauteur de 45 degrés. Un peu vers le centre du pays, des températures qui vont tourner entre 35 degrés à Thiès, voire 39 degrés donc à Diourbel. Et à l'ouest, des températures de 30 degrés attendues à Mbour. 26 degrés, la température la plus basse sera recueillie à Dakar, d'où un temps plutôt doux qui régnera dans la capitale sénégalaise. Le tout, comme je disais tantôt, avec un ciel qui sera parsemé de nuages. Chers téléspectateurs, il fera donc chaud au courant de cette journée sur toute la moitié est du pays et une partie du centre. Des températures qui vont dépasser 40 degrés pour la plupart, avec un temps plutôt frais, voire doux qui sera noté à l'ouest, particulièrement dans la capitale sénégalaise, au courant de ce jeudi. Donc, en plus de cela, la NACIM, en conjointement avec le ministère de la Santé, a élaboré un bulletin d'alerte de vague de chaleur valable donc jusqu'au mardi prochain, mardi 30. Et donc, le bulletin qui fait office d'une probabilité modérée d'occurrence de vagues de chaleur sur les régions de Tambacounda, Matam, Kédougou et Kolda. Donc, des températures qui vont être très extrêmes, dépasser fortement les 43 voire 44 degrés par moment sur ces localités. Et cela sera donc de mise à partir du vendredi jusqu'au mardi prochain. C'en est tout pour votre bulletin météo, chers amis téléspectateurs. Nous vous invitons donc à suivre l'information météorologique en provenance de la NACIM à travers les réseaux que voici. Et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.
Merci encore une fois de choisir Quinqueliba et bienvenue chez nous. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, une pensée particulière pour tous les lève-tôt qui nous regardent au Sénégal ou ailleurs. Merci de votre curiosité, celle qui vous pousse à nous regarder du lundi au vendredi entre 6h30 et 8h. L'équipe me rejoint en plateau maintenant. J'accueille d'abord ces messieurs. Alioune Badara, notre invité. Le coach Tandakha s'installe. Notre deuxième invité nous rejoindra avant la fin de cette émission en plateau. Elle est en train de se faire belle. Messieurs, bonjour, bienvenue. Installez-vous. Comment allez-vous? Alioune? Votre bouteille d'eau. Merci beaucoup. C'est important. L'eau, c'est la vie. Voilà. C'est ce que le coach nous rappelle généralement sur le plateau. Bonjour, coach Tandakha. Bonjour à vous. Belle mise ce matin. Oh là là. J'adore. Non, c'est... J'aime beaucoup la mise de ce matin, coach Tandakha. Tu nous y as habitués, mais j'ai l'impression que ce matin, on est encore un cran au-dessus des autres jours. Merci beaucoup. Comment ça va, coach? Ça va, c'est Alioune qui m'a passé la consigne. Hein. Non. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais bon, de toute façon, lui, il sait, moi, je sais. Voilà. Il est juste généreux. Au contraire. Alioune, c'est toi qui donnes des consignes maintenant pour que tout le monde vienne sur le plateau. Jamais de conseils à l'endroit du sage, hein, donc voilà, du confident du doyen. Il faut respecter... Je respecte l'orthodoxie militaire, la hiérarchie. La hiérarchie, elle est importante. C'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, on va reparler justement d'orthodoxie, de droit d'aînesse d'ailleurs. L'expérience, tout ça, ça se respecte bien évidemment, parce que l'expérience n'a pas de prix, ça ne s'achète pas. On va présenter notre premier invité déjà en plateau à nos téléspectateurs et ensuite on va poursuivre évidemment avec les sujets du jour. Voilà, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le coordonnateur national, bien sûr, donc du programme national de lutte contre le paludisme, docteur Doudou Sène, qui nous fait vraiment l'honneur d'être là sur ce plateau à l'occasion de la célébration ce jour, donc de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, dont le thème porte sur, bien sûr, l'équité en santé, genre et droit. Donc que de vastes sujets en perspective que l'on va aborder avec notre invité, donc docteur Doudou Sène. Et ce sera l'occasion de revenir sur les acquis et défis pour le Sénégal dans le cadre donc, de cette croisade contre le paludisme. Mais quand même, je pense bien qu'aujourd'hui, le Sénégal a fait beaucoup de progrès parce que le paludisme n'est plus ce fléau-là qui tue dans nos grandes villes, dans nos grands quartiers. Et donc, cela, on le doit bien sûr à ce programme. C'est l'occasion de revisiter tous les acquis donc, du programme national de lutte contre le paludisme dont vous êtes le coordonnateur. Et puis aussi de nous projeter sur les défis parce qu'il faut toujours garder la vigilance, toujours redoubler de vigilance plutôt pour que le paludisme ne puisse plus revenir en force dans notre pays. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec notre premier invité, Dr Doudou Sène. Oui, et bien sûr, avant la fin de cette émission, deuxième invité nous rejoindra sur le plateau. Elle nous rejoindra bien sûr Madame Clarisse, docteur Clarisse Mefotso Fall, un Fall du Sénégal. Donc, monsieur est bien un Fall du Sénégal. Donc, madame est bien une Fall aussi du Sénégal. Et donc, elle est la présidente internationale du réseau des 1000 femmes africaines. C'est des femmes leaders, donc un réseau qui est là un peu partout à travers le continent africain et qui promeut le leadership féminin. Il y a beaucoup de questions, bien sûr, qu'elles prennent en charge ces femmes-là, donc leaders du continent, l'accès aux soins de santé de qualité pour la gente féminine, l'équité, le respect du genre. Donc, voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec notre invité sur la question de l'immigration aussi, parce qu'on voit de plus en plus de femmes qui tentent la traversée périlleuse de la Méditerranée. Ça également, c'est une nouvelle donne dans le sujet donc, que constitue donc l'immigration clandestine. Pourquoi autant de femmes aujourd'hui préfèrent tenter cette aventure périlleuse-là? Donc on reviendra sur, bien sûr, les causes, mais aussi sur les solutions qu'elles préconisent ces femmes, donc leaders du continent africain, avec notre invité, docteur Mefotso Fall. Très bien. Docteur, tu veux rajouter quelque chose? C'était pour dire que le prétexte de sa venue ici au Sénégal reste donc l'installation de la cellule, de l'antenne du Sénégal. Donc le Sénégal se dote de son antenne aussi. On en reparle en détail dans la deuxième partie de cette émission. Docteur Doudou Sène, comment allez-vous ce matin? Bonjour. Mais ça va bien, merci. Je vous remercie d'abord de l'invitation à l'occasion de cette grande journée qui est célébrée un peu partout dans le monde, à savoir la journée mondiale dédiée à la lutte contre le paludisme. Tout à fait. Et donc, occasion pour nous, en tant que coordonnateurs et au nom du ministre de la Santé, de faire le point sur les acquis, comme l'a dit notre invité, notre
notre ami, mais également faire relever les défis qui nous attendent. Cette année, le thème qui a été retenu, c'est de promouvoir l'équité, l'égalité du genre, mais également l'égalité du genre. Et raison pour laquelle aujourd'hui, c'est un très grand plaisir de recevoir en même temps cette femme leader féminin pour promouvoir un peu la place des femmes dans la lutte contre le paludisme. Très bien. Donc voilà un peu en guise d'introduction ce que je voulais dire et vous remercier encore une fois. Merci beaucoup encore une fois d'être sur le plateau avec nous ce jeudi matin. Jeudi 25 avril, journée mondiale du paludisme. Si les chiffres au Sénégal sont très encourageants, il faut quand même rappeler qu'en Afrique, eh bien, le paludisme tue toujours malheureusement. Le taux de mortalité tourne toujours autour de plus de 80%. C'est quand même assez inquiétant. C'est dire qu'il faut s'arrêter sur le sujet, continuer à en parler, sensibiliser et peut-être faire en sorte que les autres copient sur le modèle sénégalais qui donne des résultats assez satisfaisants. Mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers, c'est ça. Il faut continuer et rester dans cette dynamique pour maintenir ces résultats-là. Coach Tandakha, le sujet gym de ce matin. Alors, on va parler de l'exercice de mobilité. Et quand on parle d'exercice de mobilité, on pense surtout aux muscles, mais aussi aux articulations. C'est vrai qu'il y a d'autres parties du corps, mais c'est surtout les muscles, puisque les muscles, comme vous le savez, évidemment, on ne peut pas parler de muscles dans cette activité qui est la mobilité de cet exercice sans pour autant parler des propriétés physiologiques du muscle. Alors, j'ai l'habitude de parler de la tonicité, je vais en citer quelques, de l'excitabilité musculaire, mais surtout de la contractilité. Je crois que c'est des choses très, très importantes avec le travail musculaire. Très bien. Merci, coach Tandakha. Cette semaine, en regardant ta capsule, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment de vrais jumeaux. En fait, on le savait, mais là, on a découvert Tamsir et Idi, c'est ça? Exactement. Qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est les vrais jumeaux. Hein. Ça, c'était pas de faux jumeaux, mais de vrais jumeaux. Absolument. Aussi bien sur le plan de la posture, sur le plan musculaire, mais aussi sur d'autres aspects. Alors, je dis que, disons simplement, de vrais jumeaux. On reverra peut-être les images ce matin également. En tout cas, on leur souhaite une excellente journée. Et au coach Bou également qui t'accompagne dans tes chroniques. Avant de venir justement sur le sujet gym de ce matin. Hier, Conseil des ministres. Deuxième, le communiqué. Vous l'avez probablement entendu sur les antennes de la télévision nationale. Des mesures fortes annoncées, encore une fois, par le président Bassirou Diomaye Faye. Et notamment, en tout cas, pour moi, ce que j'aurais retenu, c'est cette commission qui va être mise en place pour permettre d'indemniser toutes les victimes de ces événements malheureux sur ces 3 dernières années. Je crois que c'était important de faire cela. C'était un geste important, c'est une mesure importante parce que malheureusement, il y a eu des victimes, parce que malheureusement, ces événements ont créé, j'allais dire, en tout cas endeuillé de nombreuses familles. Et il est important dans ces moments-là que l'État puisse se tenir aux côtés des familles. C'est également une obligation pour l'État et je crois que c'est un geste à saluer par les autorités. Au-delà de cela, il y a eu également des mesures individuelles et parmi ces mesures, eh bien, de nombreux directeurs généraux qui ont été nommés. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, pour ne pas dire que la plupart pour le moment sont très jeunes. Coach Tandakha, peut-être que dans les consultations qui vont suivre, peut-être qu'on va consulter le coach également. Parce que je pense que le bon attelage, c'est aussi et la jeunesse et l'expérience. En tout cas, nous, on va souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur général, Papa Lénian. Et bon vent à tous ceux-là qui ont été nommés. Ce qu'on souhaite, c'est pousser notre pays sur la voie de l'émergence et de la prospérité. Et donc, on ne peut que souhaiter bon vent, bonne chance et bon courage à toutes ces personnes qui portent désormais sur leurs frères épaules de lourdes responsabilités. Messieurs, qu'avez-vous retenu du Conseil des ministres d'hier à Lyon? Bon, naturellement, comme tu l'as dit, cette annonce du président de la République donc d'indemniser au moins donc les familles des victimes des manifestations tragiques que le Sénégal a connues durant ces 3 ans passés. Je pense que c'est du baume au cœur pour les familles éplorées. C'est une forme de réconfort donc, de la part de l'État au profit donc, de ces familles-là. L'État qui se montre vraiment bienveillant, qui témoigne de la solidarité à ces familles, à nos frères et sœurs sénégalais, marqués donc par ces deuils-là. C'est une bonne chose parce que cela entre dans le cadre donc, de la
de la réconciliation nationale. C'est clair que cela ne pourrait jamais... C'est une priorité pour le chef de l'État. Je pense qu'il a demandé au ministre de lui faire le point tous les 15 jours. Donc cela demande véritablement que c'est une priorité pour lui, absolue, et que c'est important. Parce que je pense que quand même les Sénégalais, vraiment, nous sommes un peuple plein de compassion et d'empathie pour son prochain. Et nous sommes tous heureux de voir donc le président faire preuve de compassion et d'empathie pour ces familles éplorées. Il est clair que cela ne pourrait jamais faire revenir leurs proches. Rien ne vaut une vie humaine. Elle est sacrée, elle est au-dessus de tout. Mais il faut se rendre à l'évidence, ils sont partis. Voilà. À jamais rejoindre le Seigneur. Mais ici, on peut toujours faire des actes, faire véritablement des efforts pour qu'on ne puisse pas sentir leur absence, pour que leur famille puisse toujours comprendre qu'ils ne sont pas morts en vain. Voilà, ils sont décédés parce qu'ils s'étaient engagés dans un noble combat pour la restauration des valeurs démocratiques et tout cela. Donc rien que pour cet engagement, je crois que leurs parents sont fiers et ils le sont, c'est clair. Maintenant, peut-être il y en a qui ont même laissé des enfants. On peut en faire des pupilles de la nation. Ça aussi, c'est une autre... C'est vrai. C'est une autre façon également d'accompagner toujours ces familles-là. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de pistes, en tout cas, qui sont offertes à l'État du Sénégal pour pouvoir soulager et mettre davantage du baume au cœur donc, de ces familles-là éplorées. Et, voilà. Et que pareil drame ne puisse plus se reproduire au Sénégal. Je pense qu'on aurait pu l'éviter, mais on tirera tous des enseignements de ce qui s'est passé. Nous sommes un grand peuple, nous sommes un peuple extrêmement résilient. Ailleurs en Afrique, l'État aurait cessé de fonctionner, mais le Sénégal a tenu bon, le Sénégal a maintenu le cap, le Sénégal a pu organiser des élections transparentes, libres, crédibles, saluées par le monde entier. Et je crois que cela, véritablement, nous réconforte et nous donne des ailes, parce qu'on peut valablement se considérer comme étant le phare de l'Afrique quand il s'agit véritablement du respect donc, des normes démocratiques. Ça. On a des institutions fortes, c'est ça. Des institutions fortes, mais incarnées par des hommes. C'est ça. Donc c'est ce qu'il faudrait vraiment retenir de l'épisode que le Sénégal vient de traverser. Je rajoute également qu'il y a aussi des annonces dans le sens de soulager les ménages, en tout cas baisser le coût de nombreuses denrées de première nécessité, mais pas que, le coût de la vie de manière générale, parce que ça va toucher le loyer, ça va toucher l'électricité également. Et ça aussi, c'est important, coach Tandara, surtout dans ce contexte de crise où beaucoup croulent sous le poids des dettes, mais aussi des prix élevés de nombreuses denrées. Coach. Très, très important. C'est vrai que ce sont des signaux assez forts. Des signaux assez forts. C'est vrai que ce Conseil des ministres, moi, j'ai retenu beaucoup de choses, mais en tout cas, j'ai retenu surtout notre commun vouloir de vie commune. C'est ça. Je crois que ça, c'est important dans la vie d'une nation. Et c'est important dans la mesure où, en tout cas, des familles sont soulagées déjà. L'acte, évidemment, sera posé, c'est pour dire véritablement le chapeau à ce Conseil des ministres, parce que c'est toujours en vue de placer des jalons, en vue d'objectifs futurs. Et déjà, ce que le nouveau président de la République a posé, c'est vraiment assez salutaire. Ça, je crois que c'est des interventions assez savoureuses. Il faut donc l'encourager sur cette voie. Et puis, nous avons toujours dit notre commun vouloir de vie commune. Je crois que ça doit continuer. Et encore une fois, bravo, bravo. Docteur Doudou Sène, qu'avez-vous retenu de ce Conseil des ministres hier? Mais comme tous les Sénégalais, c'est quand même très, disons, salutaire. Parce que les Sénégalais ont traversé des moments extrêmement difficiles à un moment donné. Et donc, on ne peut que saluer cette décision d'indemniser et d'accompagner les victimes. Il y a les victimes parmi les manifestants, mais il y a des victimes également, des innocents qui ont perdu leurs biens à un moment donné de cette crise. Des Sénégalais vraiment qui ont perdu leurs boutiques, d'autres leurs magasins, etc. Et je pense que cette indemnisation couvrira l'ensemble
que ce soit du côté des décédés, que ce soit du côté des personnes qui ont été victimes des manifestations. Il y a des stations qui ont été brûlées un peu partout. Il y a eu beaucoup de dégâts pense matériels aussi. ils vont, et je salue en tout cas cette décision, et espérant que le Sénégal passera par là pour quand même aller vers l'émergence tant souhaitée par tous les Sénégalais, mais également sur les denrées alimentaires. Et les Sénégalais sont un peu fatigués. Et il est important également... Pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Il faudrait également que les Sénégalais entre eux soient beaucoup plus généreux. Oui, c'est vrai. C'est vrai Parce aussi. que quelles que soient les décisions parfois que l'État peut prendre et que les gens ne respectent pas sur le terrain, il est extrêmement difficile de pouvoir promouvoir ces décisions qui sont prises par les chefs d'État. Vous soulevez un aspect très important parce qu'en ce qui concerne la baisse sur les prix du loyer, par exemple, il y a eu de nombreuses tentatives. Malheureusement, derrière, si les bailleurs ne jouent pas le jeu non plus, c'est compliqué. On revient à la situation de départ. Si on baisse le coût du loyer et qu'on en profite pour vous faire sortir de là où vous habitez et faire remonter les enchères, ça ne change rien. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment trouver de vraies solutions et que chacun puisse contribuer à cela. Bienvenue en plateau à notre deuxième invité, Dr Clarisse Meffotsofal. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bien réveillé, bien installé? Oui, bien installé, merci. Parfait, merci d'être avec nous et de m'accompagner surtout. Je me sentais bien seule au milieu de tous ces hommes finalement. Coach Tandara, on va poursuivre le magazine avec toi. On passe tout de suite à la gym et c'est juste après ceci. Merci à tous. Ce matin, on va parler du travail de mobilité. Ce sera certainement avec le poids du corps. Oui, certainement, le poids du corps. C'est vrai qu'on peut faire aussi ce travail de mobilité avec ce qu'on appelle un travail isotonique, mais le plus souvent, c'est avec le poids du corps. Alors, ceci va concerner les muscles, bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, vous avez les articulations, mais aussi vous avez... disons simplement, eh bien, des muscles comme les aponevreuses, par exemple, vous avez aussi les ligaments. Alors, il y a toute une gamme. On va donc pour ce travail de mobilité parce que ça permettra au corps de travailler en toute liberté. Alors, si vous le voulez bien, on va, avec le coach Bou, suivre quelques mots de ce qu'il a dit. Après, il va passer à l'action. Alors, tout de suite, coach Bou. Alors, bonjour mesdames et messieurs. Nous revoici ce jeudi, donc on fait un coucou à tous ceux qui sont sur le plateau. Donc notamment, on va très rapidement vous présenter notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ce que c'est que la mobilité. Donc vous savez bien, si on parle de mobilité, on fait très rapidement allusion ou bien on pense aux articulations, on pense au niveau des muscles, car vous savez, plus vous êtes mobile, plus vos mouvements sont complexes, peuvent être complexes, plus vos mouvements aussi peuvent avoir une technicité durant les exécutions. Donc, vous savez, il y a, là, si vous savez bien, au Sénégal ou bien même ici, pratiquement à Dakar, il y a beaucoup de gens qui font la course à pied. Donc, pour leur permettre d'être à l'aise dans cette activité-là et de pouvoir à chaque fois faire cette activité sans avoir des risques de blessures, créer une mobilité, avoir un maximum de mobilité au niveau des articulations et au niveau des muscles, peuvent leur permettre de ne pas avoir certaines blessures. On se donne rendez-vous très rapidement aux démonstrations. Merci. Belle démonstration ce matin également avec le coach Bou en salle. Alors coach, on remarque que ce ne sont pas seulement les muscles qu'on travaille finalement avec ces exercices. Ah oui, ce ne sont pas seulement les muscles. J'ai cité tout à l'heure, vous avez les tendons rotuliens, vous avez d'autres muscles et vous avez aussi, important, les aponevroses, puisque ça également,
on en parle peu, mais ça a aussi son importance. Alors, donc, c'est un exercice véritablement qui fait travailler tout le corps et surtout les deux que sont les muscles et les articulations. Je crois que ça, c'est une excellente chose, surtout pour les sportifs, que ce soit les sportifs de haut niveau, mais aussi les sportifs de la masse. Eh bien, il y a d'autres avantages avec l'exercice de mobilité, coach. Ah oui, le premier avantage, c'est d'abord, lorsque vous faites ce genre d'exercice régulièrement, vous n'avez pas de problème de dos, ce que certains appellent le mal du siècle. Hein? Donc, le mal de dos. Le mal de dos. Alors là, avec cet exercice, vous êtes certain que si vous êtes régulier, vous n'aurez pas le mal de dos. Ensuite, vous avez aussi un bon équilibre. Alors l'équilibre avec justement cet exercice, puisque vous touchez tous les faisceaux musculaires, mais aussi les articulations, surtout les diarthroses, cela veut dire les articulations très très mobiles, à l'instar du genou, à l'instar du coude et autres, pas au niveau de l'articulation tibio-tarsale, puisque là-bas, vous avez en tout cas la malléole et autres articulations. Mais ce qui est certain, grosso modo, c'est en tout cas ces muscles et ces articulations qui sont les plus touchés. Mais vous avez aussi le retour veineux. Ça, c'est important. Le retour veineux, c'est important d'abord pour les sportifs de la masse, mais surtout pour les sportifs de haut niveau, pour les sportifs d'élite. Alors, l'avantage, c'est quoi? C'est que vous avez une performance véritablement, lorsque vous faites régulièrement ces genres d'exercices, ça va augmenter encore votre performance. Sinon, vous avez une stabilité dans la performance, c'est ce qui est important. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas bouger au quotidien, surtout quand on est en bonne santé. Tout le monde doit le faire. Et le coach nous présente tellement d'exercices que chacun peut s'y retrouver facilement et finalement. Regardez, c'est assez simple, mais ça permet justement de travailler les muscles. Alors, docteur Doudou Sène, qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien, en ce qui concerne la pratique du sport ou d'une activité physique? Vous marchez, vous courez, un peu de fitness, vous êtes en salle. Qu'est-ce que vous faites? C'est beaucoup plus de la marche que je fais actuellement. Et je voudrais revenir un peu sur les explications de notre doyen Tandaha. Quand je l'entendais, ça me rappelait mes cours de physiologie et d'anatomie de première et deuxième année de médecine. Et effectivement, je confirme ce qu'il disait par rapport à ces pratiques de sport qui permettaient quand même à l'individu d'être en très bonne santé. Et quand vous êtes en compétition, d'être beaucoup plus performant. Au-delà même des muscles, des tendons dont il parlait, il y a d'autres effets sur la circulation artérielle et par conséquent sur le cœur. Et vous savez qu'actuellement, nous sommes en une transition épidémiologique. Il y a énormément de maladies cardiovasculaires liées à cette sédentarité et le fait de rester sur place sans faire de sport. Tout à fait. Et donc, c'est quelque chose qu'il faudra quand même respecter, même si c'est une fois par semaine au moins que les gens puissent faire de la marche, au moins. Voilà. Et de la vraie marche, n'est-ce pas? La vraie marche. Oui, pas de sénateur. Il faut vraiment marcher. Il faut vraiment marcher, c'est ça. Il y en a qui ne le comprennent pas souvent, parce que sur la corniche, je vois plus des sénateurs que des marchés, là. Parce que, voilà, vu les pas là qu'ils font, je me dis, mais ça ne servira à rien du tout. C'est juste ils font juste une petite promenade, une petite balade. Mais en vérité, en termes d'impact sur leur santé, ça sera vraiment moindre. Il faut au moins transpirer, je veux dire, accélération du rythme cardiaque, c'est ça, pour que ça puisse avoir un effet. C'est ce qu'on appelle power walk, en anglais power walk. Et à African Hope, nous venons d'initier ce programme du bien-être, santé et bien-être, qui permet aux femmes et aux hommes aussi de participer à ce programme qui les permet déjà de bien manger, et aussi de participer aux exercices, comme vous êtes en train de ce qu'on vient de présenter. Nous mettons l'accent, comme il a dit, sur la marche. Dans la marche, pour nous, c'est très important. Et dans le programme que nous avons constitué, avec quelques membres présentement, ils doivent présenter leur marche de la journée. Et ça va de 5 000 jusqu'à 20 000 pas. Par jour? Par jour. 5 000 à 20 000 pas. Parce que généralement, c'est aux femmes qu'on reproche d'être moins actives. Non, mais elles sont braves. Elles sont très braves, je vous dis, parce que
J'ai appris ça dans un autre groupe où j'ai vu des femmes chaque jour qui bombardaient les 20 000 pas, 20 000 pas. Je me dis, mais comment elles font? Comment elles font? Et c'est faisable, c'est faisable. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites personnellement? Moi-même, en tant que professeur, je suis professeur de ce programme de santé et bien-être. Donc, comme je suis en congé, pour les motiver, je ne mets mes pas tous les jours. Ah, c'est bien. Oui. C'est bien, c'est motivant. Coach, merci beaucoup. Oui, merci. Mais ajouter une chose. Allez-y. La marche, c'est un excellent sport. Malheureusement, pour certains, quand vous faites de la marche, ils disent, bon, c'est de la promenade. Ce n'est pas de la promenade, c'est loin d'être de la promenade. Il faut marcher seulement, il faut provoquer cette forte quantité de sudation et pouvoir maintenant prendre de l'eau et éviter cette déshydratation, surtout que nous sommes dans un pays sahélien et le plus souvent, il faut boire, beaucoup boire, totaliser pourquoi pas à la fin de la journée 2 litres d'eau, 3 litres d'eau, même si on peut, puisqu'il y a des sportifs qui prennent jusqu'à 4 litres d'eau. Moi, ça m'arrive souvent de prendre 4 litres d'eau toute la journée. Donc, c'est-à-dire qu'il faut boire toutes les 10 minutes, surtout si vous pratiquez le sport un peu poussé au haut niveau. Mais l'essentiel, c'est la forte sudation. La marche, moi, j'ai dit, j'approuve. Si vous ne pouvez pas faire certains exercices, certains sports, mais faites de la marche. C'est une excellente chose. Vous allez sentir le cœur bouger un tout petit peu et vous avez une très bonne circulation sanguine. Et surtout, si vous êtes en plein air, vous avez véritablement une bonne capacité aérienne. Alors ça vous fait véritablement pousser des poumons. Merci, coach Tandara. C'est le secret de l'éternelle jeunesse. On vous le rappelle souvent sur le plateau. Coach l'a trouvé et il partage le secret avec tout le monde. On bouge et on boit beaucoup d'eau avec une alimentation saine. On augmente son espérance de vie finalement. Il a parlé d'environnement assez aéré. Je suis sûre qu'Alioune s'est vu désigner en se disant Tivaouane Peulh, c'est le bonheur. Le petit coin de paradis de Dakar, malheureusement, qui ignore beaucoup de mes compatriotes. Et c'est juste là, à 30 minutes voilà, de Dakar, la capitale, voilà, où tu as l'impression que tu es dans une jungle. Merci. Or, à Tivaouane Peulh, tu respires. Merci, merci Alioune. Au grand air. On avance. Sans compter cette plage immaculée, ce sable fin. Cette verdure qui est jusque-là préservée, c'est magnifique. Donc nous qui ne vivons pas à Tivaouane Peulh, qu'est-ce que nous sommes malheureux vous ne savez pas ce que vous ratez. Oh bon, mon cher. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Il faut finalement que j'aille faire une petite enquête à Tivaouane Peulh pour voir si tout cela est vraiment réel. On avance. Juste en dehors de Dakar, on est bien. Juste en dehors. Je vous assure. Vous verrez. 7h05, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct ce matin et vous êtes très nombreux à nous regarder. Merci de vos commentaires et de votre fidélité. Je vous emmène tout de suite en France, dans la principauté de Monaco précisément, où on retrouve sur place notre spécialiste des questions immobilières, Tafa, c'est notre ingénieur en génie civil. Et depuis là-bas, il nous plonge à l'intérieur du joyau de la RTS. C'est dire tout simplement que ce nouveau siège qui, dans un moment, nous verra bien installés, nos émissions et tout, évidemment le personnel de la RTS, il sera pour continuer à vous servir ce joyau-là. Eh bien, vous n'avez pas encore tout vu. Tafa vous plonge ce matin dans des aspects assez particuliers. Regardez ce qu'il nous propose ce matin. Bonjour mon cher Tafa. Bonjour à Sarah et bonjour à tout le monde sur le plateau. C'est un immense plaisir de démarrer cette saison avec vous. Une saison où je me réjouis de vous présenter ce qui se passe à travers la France, plus précisément ici à Monaco. Nous allons explorer ce qui se fait de plus pointu en termes d'ingénierie de la construction. Mais aussi, nous allons mettre en lumière les Sénégalais de France qui réalisent de très belles choses ici en Europe. Aujourd'hui, je ne peux pas démarrer cette saison sans pour autant parler, sans pour autant montrer ce joyau. Notre R+10, où la technologie la plus pointue a été employée. Ce chef-d'œuvre réalisé par l'expertise locale nous offre un bâtiment remarquable avec des doubles façades de verre, mais surtout en GRC. Le GRC ou bien le béton renforcé de fibres de verre est un matériau extrêmement polyvalent pour les concepteurs, permettant une grande liberté de forme, de courbure, de texture et de couleur. Le GRC qui présente ainsi plusieurs avantages, léger, durable,
même dans des conditions météorologiques extrêmes. Le GRC est flexible, de conception idéale pour des formes complexes, améliore aussi des détails de surface et de qualité de finition. On a aussi une diversité illimitée de couleurs, aussi écologique, aussi non combustible. Dans son bâtiment, le GRC sur la façade sert à créer un ombrage en réponse à un concept représentant aussi les zones de la radio, ce qui est déjà extraordinaire. Ce qui a aussi retenu mon attention, c'est ce studio de 1000 mètres carrés en béton armé, sans poteau intérieur, avec une hauteur sous plafond de plus de 10 mètres. Et qui utilise aussi dans ce type de conception et de réalisation, on utilise la précontrainte du béton armé à l'intérieur, où on a des câbles qui sont tendus pour assurer un effort de compression complémentaire, renforçant ainsi le béton. C'est ce qui explique l'absence de poteaux à l'intérieur de la salle. Et on note aussi un terrain de football au-dessus, mais aussi un autre studio de plus de 300 mètres carrés. Mais l'attraction principale de cette salle est sans doute la climatisation à l'eau glacée, ce qui représente le summum en termes de climatisation. L'eau glacée au cœur de la génie climatique est essentielle pour maintenir des environnements confortables et contrôlés dans ce bâtiment. Dans ce bâtiment, nous plongeons dans le monde technique de l'eau glacée, explorant différents aspects de sa production, de sa circulation, de sa tuyauterie et des mesures assurant son bon fonctionnement. On a ce système avec des générations de calories chaud et froid. On a les groupes frigorifiques qui utilisent le cycle de compression et de détente de vapeur pour extraire la chaleur de l'eau et la refroidir à des températures extrêmement basses. Ces substances chimiques spéciales circulent dans le système frigorifique, transférant efficacement la chaleur. On a aussi les pompes qui assurent la circulation précise de l'eau glacée, tandis que les échangeurs de chaleur garantissent l'efficacité du processus de refroidissement. L'isolation thermique et la résistance à la corrosion sont essentielles pour maintenir l'efficacité du système. Enfin, la tour est un immeuble à grande hauteur, avec des hauteurs sous plafond qui sont très conséquentes. De sa conception à sa réalisation, ce bâtiment intelligent intègre la domotique, centralisant le contrôle des différents systèmes et des sous-systèmes de l'entreprise. Ce projet colossal d'un coût estimé à 33 milliards de francs CFA a été entièrement financé par l'État du Sénégal. Cette prise en charge totale illustre l'engagement indéfectible du gouvernement envers le développement de l'audiovisuel au Sénégal. En résumé, cette tour représente bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un symbole de progrès, d'investissement dans l'avenir et de confiance dans le potentiel du secteur audiovisuel sénégalais. C'était tout pour cette semaine, donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, au revoir. Je sais que, évidemment, dans la construction, et quand on a eu, évidemment, à inaugurer ce bâtiment également, je suis sûre que ta femme avait un petit pincement au cœur, parce qu'elle aurait souhaité être là, Monsieur Immobilier, pour être sur le chantier, regarder, commenter, nous faire vraiment des capsules comme il nous y a habitués. Mais bon, il se rattrape pour cette saison d'une certaine façon. Non, Inch'Allah, et puis il sera de retour, hein, avant que l'on déménage totalement dans nos nouveaux locaux, donc de la tour R+10 de la RTS, hein, qui domine tout le paysage aujourd'hui ici dans cette partie donc de Dakar. Et c'est une fierté pour nous, agents de la RTS, et pour tous Sénégalais, hein, tout simplement. Oui. On peut bomber le torse et se dire, bon, peut-être que nous avons l'un des plus beaux sièges de télévision d'Afrique. Hein. C'est ça. Sinon, même peut-être beaucoup plus beau que celui-là voilà, de la CRTV. Hein. Ah, j'allais dire. Ça, c'est une certitude. Provocation, hein? Ça, c'est une certitude. C'est du coup, les lions de la Teranga font vraiment fort, hein, devant les lions indomptables. Non, je veux dire que maintenant, les lions indomptables ont peur des lions du Sénégal. On a réglé le problème à la CAN. C'est fini maintenant, n'est-ce pas? C'est réglé à la CAN. Maintenant, quand on affronte les lions indomptables, c'est la sécurité. C'est le Cameroun qui tremble. Ça trempe là de l'autre côté. Hein. Je ne pense pas toujours. Juste pour introduire notre deuxième invité, hein, mais qui est chez elle, là. C'est une femme, là. Il ne faut pas oublier. Voilà, d'ailleurs, on se demande finalement, quand on est dans cette situation, quand le Sénégal joue contre le Cameroun, vous êtes pour le Sénégal ou... C'est souvent... C'est tout ce que tout le monde demande, pose la même question. Quoi. Sénégal ou Cameroun? Le Cameroun. Mais c'est du bout des lèvres. Hein. Qu'elle le dira. Décidément. Une lyonnaise indomptable. Jusqu'à ce qu'on batte le Cameroun et puis tu te ralignes encore avec... Elle multiplie ses chances ainsi. Hein, exactement. C'est vraiment une fierté pour tout agent de la RTS, mais le défi...
le plus important, fondamental, restera celui-là donc de la maintenance. Oui. L'entretien. Je pense que c'est là où le bas blesse. En Afrique, dans notre pays, on en souffre beaucoup. Je crois que ça doit être vraiment un défi que tout un chacun devrait se fixer pour prendre soin quand même de ce joyau, parce que ça a été fait avec l'argent du contribuable. Absolument. On sait que Gorgorlou a tellement de défis à relever, croule sous le poids de la dette, de la demande et tout. Mais si Gorgorlou, au moins, donne une partie de son impôt pour la réalisation de cela, il faudrait que nous, agents de la RTS, qu'on puisse avoir véritablement donc l'esprit de le préserver. C'est important. C'est ça, tout à fait. Préserver ce joyau, finalement, qui va améliorer considérablement nos conditions de vie et de travail, tout simplement. Et le coach est très heureux de savoir qu'au-dessus de ce 10 étages, de ce bâtiment, je lève la tête parce qu'il y aura un terrain de foot. Un terrain de foot. La salle de sport. La salle de sport. Donc tout le monde va s'y mettre. Il n'y aura plus d'excuses. Et on a déjà notre coach maison, coach Tandara. Sans compter la crèche. La crèche aussi. Nous y sommes La crèche aussi. Coach, pas de pitié pour les gens dans la salle. Tout le monde doit s'y mettre. Ça, je crois que tout le monde sera au rendez-vous. Absolument. Ça doit être même une obligation, je pense, d'aller dans cette salle et de faire quelques exercices au quotidien. Merci mon cher Tafa. Excellente journée. On te retrouvera pour d'autres chroniques. Et puis, vous le savez, cette chronique nous permet également de faire connaissance avec les Sénégalais de l'extérieur, de la diaspora, nos compatriotes qui font des choses extraordinaires de l'autre côté et qui nous rendent fiers également. On passe maintenant à la première partie de la rubrique invitée et c'est juste après ceci. 7h13, ce jeudi 25 avril est célébrée la journée mondiale du paludisme. Et pour en parler, faire le point sur la lutte au Sénégal, nous recevons en plateau Dr Doudou Sène, le coordonnateur de la lutte contre le paludisme ici à Lune. Voilà, un fléau en Afrique qui a fait tellement de ravages. Il continue quand même de faire des ravages, mais touchons du bois, croisons les doigts. Au Sénégal quand même, il recule. Je crois bien. Je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas de chiffres, mais de par ce que je vois dans nos grands quartiers et tout cela, je me dis que le paludisme quand même est en train de reculer. Et cela, on le doit en grande partie à la politique nationale que vous portez, que vous incarnez à travers donc, voilà, le programme national de lutte contre le paludisme. Alors, à quelle politique doit-on aujourd'hui, docteur, ce recul noté du paludisme sur le territoire sénégalais? Merci Aline Badra. Je voudrais juste revenir sur ce fléau que vous avez parlé, en vous ramenant sur les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Le dernier rapport de 2022 montre qu'il y a plus de 247 millions de cas à travers le monde, avec plus de 600 000 décès. Et 90% de cette charge de morbidité, c'est-à-dire des cas, que ce soit des décès, sont supportés par l'Afrique. Et particulièrement l'Afrique subsaharienne. Et quand on descend beaucoup plus bas, les pays de la CEDEAO pèsent à elles seules 52%. 52%. C'est énorme. Le Nigeria, le Burkina, le Mali, et dont le Sénégal également. Mais au Sénégal, il faut remarquer que les chiffres quand même, l'évaluation de notre plan stratégique 2015-2020 a permis de montrer que le paludisme a beaucoup reculé, avec en moins 20% de la charge initiale par rapport à 2015. De 50% sur le nombre de décès. Les derniers chiffres toujours que nous avons en 2021, parce que nous sommes actuellement en rétention d'informations, et donc c'est pour cela qu'on n'a pas les chiffres les plus récents. Environ 400 et quelques mille cas ont été recensés à travers les structures de santé du Sénégal, mais également mal répartis. Il y a des disparités. Il y a une disparité, du moins, des cas de paludisme. C'est pour cela que vous sentez moins le palud vers Dakar, vers Saint-Louis, Louga, Matam, qu'on appelle les zones vertes. C'est ça. On a fait ce qu'on appelle une stratification en fonction du nombre de cas pour 1000 habitants. Par exemple, quand tu vas à Saint-Louis, quand tu prends 1000 habitants, il y a moins de 5 qui font le palud dans l'année. Louga, c'est pareil. Il y a des villages même où le palud n'existe plus pendant plus de 3 ans. Incroyable. Ah, ça c'est bien. Cependant, il y a une partie du pays qui pratiquement pèse à elle seule à peu près 80% des cas de palud. Ce serait la partie sud-ouest? Sud et sud-est. Et ça s'explique par un peu la situation géoclimatique de Kédougou, où j'ai vécu pendant 11 ans, je le rappelle. J'étais médecin-chef adjoint, médecin-chef de district, avant d'être médecin-chef de région de Kédougou. Là-bas, il pleut beaucoup, il y a une forte réseau hydrographique, et souvent, il n'y a pas beaucoup d'assainissement. Et vous savez que le palud est fortement lié à la stagnation des eaux. C'est ça, condition Parce que là où stagnent les eaux, il y a les moustiques. Et quand il y a les moustiques, il y a les maladies, notamment le paludisme. C'est ça. Et ainsi de suite. Donc, pour dire que donc, les défis, quand même, sont encore là. Nous avons fait des avancées significatives,
Et cependant, il faudra que nous continuions d'être vigilants par rapport à cette maladie. Je voudrais profiter pour féliciter l'État du Cap-Vert qui a éliminé le paludisme. Et quand le Cap-Vert élimine, le Sénégal devrait pouvoir atteindre cette élimination. Mais étant une île, c'est beaucoup plus simple pour eux d'être plus préservés que le Sénégal. Mais auparavant, les gens pensaient que quand tu parles d'élimination du paludisme, on te disait que ce n'est pas pratiquement possible. Parce que, comme vous l'avez dit, en période d'hivernage, les centres de santé, les postes de santé étaient tellement remplis. Même dans les couloirs, on perfusait les gens. C'est ça. Mais quand même, quand tu vas dans la zone sud, Tambacounda, Kolda et Kédougou, c'est toujours le cas, il faut le remarquer. Et nous sommes en train de faire énormément d'efforts quand même pour pouvoir atteindre l'objectif de l'élimination en 2030, faire en sorte que Kédougou, Kolda soient au vert. Et pour cela, il nous faut des approches multisectorielles. Mais également, comme le thème l'indique, l'engagement de tout un chacun, notamment les femmes. Parce qu'il faudra remarquer que les femmes sont au devant de tous ces combats. Moi, les manifestations, les sensibilisations qu'on fait, souvent, c'est les femmes qui sont au devant. Quand il y a des malades, c'est les femmes qui sont au chevet. Ils amènent les enfants. Et donc, pour dire leur place est quand même primordiale dans ce combat que nous menons pour se départir du paludisme. Et on espère que le Sénégal sera au rendez-vous en 2030. Mais bien sûr. Alors, revenons à ce thème, le thème de cette année pour la célébration. Nous y sommes, c'est le jour même. On célèbre ce jour, donc, la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Alors, le thème retenu, c'est un thème mondial ou bien un thème... C'est mondial. Donc, le thème mondial, c'est l'équité en santé, genre et droit. Donc, cela me permet peut-être de vous poser cette question sur un peu voilà, la catégorie qui serait véritablement le plus affectée par le paludisme. Ce serait qui? Les femmes ou bien les hommes? En tout cas, actuellement, les cibles les plus vulnérables, c'était les femmes et les enfants de moins de 5 ans. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, peut-être à cause de leur exposition et également de leur système immunitaire qui fait que souvent c'est des sujets qui sont fragiles à toutes les maladies. Et donc, par conséquent, il y a des stratégies que nous mettons en place pour les protéger au maximum. Il s'agit du traitement préventif intermittent pour la femme enceinte, où on administre ce qu'on appelle la sulfadoxine pyrimétamine, qui permet de les protéger, ainsi que le bébé qu'ils portent. Chez les enfants, nous faisons ce qu'on appelle la chimioprévention saisonnière du paludisme, mais qui est déroulée dans à peu près 5 régions et sur 19 districts. C'est à peu près les Nivaquine qu'on prenait autant quand on était enfant, mais maintenant qui est ciblé sur des zones où la prévalence du paludisme reste encore très élevée. Il s'agit de Kédougou naturellement, de Tambacounda, de Kolda, une partie de la région de Kaolack, notamment la commune de Kaolack, et au niveau de Diourbel, la commune de Touba et de Diourbel. Exactement. Alors, vous avez parlé un peu du Cap-Vert, qui a réussi quand même l'éradication du paludisme sur son sol. J'ai embrayé en disant peut-être que c'est normal parce que le Cap-Vert pratiquement n'est pas entouré de pays. Le Cap-Vert se trouve au beau milieu de l'océan, contrairement au Sénégal. Et pour y parvenir donc à ces résultats du Cap-Vert, il faudrait que le Sénégal puisse unir sa voix à celle des autres pays, n'est-ce pas, qui l'entourent. Il faudrait que la lutte soit transfrontalière. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que le Sénégal fait avec ses pays frères, ses pays voisins? Mais quand même, c'est une bonne question parce que nous, à partir de 2018, on s'est dit qu'on ne peut pas aller vers l'élimination sans pour autant que la Gambie nous accompagne. C'est ça. La Gambie, le Sénégal, c'est un seul pays, c'est une seule nation, et par conséquent, c'est nécessaire. Et c'est ainsi donc nous avons fait des visites en Gambie, discuté avec le programme et le ministère de la Santé. Les deux ministères sont convenus de signer un protocole d'entente, un mémorandum d'entente pour ensemble aller vers l'élimination des paludismes. Il existait déjà dans le cadre de la Sénégambie des protocoles qui lient les deux pays pour quand même sur le plan global santé de faire en sorte de pouvoir harmoniser un peu leur stratégie. Nous avons fait pareil pour la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Mali et la Mauritanie. Et cette année, nous devons nous rendre en Mauritanie pour discuter avec eux comment nous devons collaborer pour ensemble aller vers l'élimination du paludisme avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, parce que l'ANOFEL ignore royalement les frontières. Absolument. Voilà. J'avais deux questions, docteur. Aujourd'hui, vous avez rappelé, vous avez un tout petit peu répondu à ma question, c'est vraiment les stratégies qui sont mises en place pour lutter contre le paludisme. On se souvient, vous le rappelez, de ces médicaments qu'on prenait, la Nivaquine, il fallait dormir sous moustiquaire, il fallait évidemment aller vers les zones de stagnation des eaux pour détruire les parasites, les gîtes larvaires, autant pour moi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de nouvelles formes de lutte contre cette maladie parasitaire ?
Et puis en termes de recherche aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que les industries pharmaceutiques font des efforts dans ce sens pour aller vers un nouveau médicament, pour une meilleure prise en charge de cette maladie? Il y a même un vaccin. Effectivement, il existe déjà un vaccin qui a été homologué en 2021 par l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit du vaccin RTS-S1. Ce n'est pas la RTS. Mais c'est à faire l'honneur de la RTS. Ça s'appelle RTS-S1, qui a été le premier vaccin qui a été quand même homologué par l'Organisation mondiale et qui a prouvé son efficacité à peu près à 30-40%. Un deuxième vaccin qui a été quand même découvert par l'Afrique, il faut le reconnaître, au Burkina Faso particulièrement, et qui a une plus grande efficacité. Pour dire que les chercheurs africains, quand même, ont leur place sur l'échiquier mondial. Maintenant, par rapport aux différentes stratégies que nous menons, c'est à peu près les mêmes depuis lors, mais qui ont beaucoup évolué dans leur forme. Ce sont les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Avant, c'était des moustiquaires simples qu'on mettait, imprégnés avec des insecticides qu'on faisait sur place. Mais maintenant, c'est produit dès le départ avec une durée d'action de 3 ans au moins. Ces moustiquaires, quand même, permettent, s'il y a une bonne couverture, de protéger quand même les enfants et les personnes contre le paludisme. Quand vous comprenez un peu la physiologie du paludisme, c'est lié à un parasite dénommé Plasmodium falciparum qui vit dans le sang et que ce moustique, quand il fait son repas sanguin, prend un peu de ce parasite. Après, il va avoir Tandaha. Il lui donne. Ensuite, mais donc, si vous êtes sous moustiquaire, vous êtes protégé. C'était comme à l'époque de la Covid, quand on mettait les masques, les moustiquaires permettent de protéger. Les autres stratégies préventives, c'est, comme je disais, la chimioprévention saisonnière du paludisme. Mais également, nous avons ce qu'on appelle l'aspersion intradomiciliaire. Avant, les gens voyaient les saupoudrages qu'on faisait dans les ruelles. Mais maintenant, c'est des saupoudrages ciblés dans les maisons avec des produits insecticides de haute facture qui permettent pendant 6 à 8 mois de protéger un peu la concession contre les moustiques. Parce que chaque fois que c'est pulvérisé dans les chambres, les moustiques ne peuvent pas se mettre sur les chambres pendant plus de 6 mois au moins. Les autres stratégies, comme vous l'avez dit, c'est la recherche. Et on peut se glorifier d'avoir également de grands chercheurs ici au Sénégal. Vous avez entendu du professeur Daouda Ndiaye, du professeur Jean-Louis Ndiaye. Avec son fameux test rapide. Voilà, test rapide, du professeur Babacar Faye. Vraiment qui nous accompagne. Parce que tout ce que nous faisons dans le domaine est basé sur les recherches scientifiques. C'est vrai. Pour que les gens puissent être en sécurité. Maintenant, par rapport aux innovations, effectivement, nous sommes en perspective d'une grande réunion dans laquelle nous voulons quand même exploiter les ressources africaines. Parce qu'il faudra remarquer pendant la Covid que tous les pays africains ont intérêt à avoir cette souveraineté pharmaceutique. On ne peut pas tout le temps dépendre de l'extérieur. Parce que tout ce qui est produit nous vient d'autres pays, en dehors de l'Afrique. On ne peut pas avoir une maladie qui concerne à 90% les Africains et que tout parte d'ailleurs pour éradiquer cette maladie. Et donc, des chercheurs se sont rendus compte qu'il y a des plantes traditionnelles que je ne vais pas citer pour que les gens pensent qu'on peut les utiliser d'une façon, mais qui ont prouvé scientifiquement que ces plantes-là étaient efficaces. Maintenant, cette rencontre a pour but, comme l'a suggéré notre nouveau ministre de la Santé sur l'orientation, à savoir la souveraineté pharmaceutique, comment ces plantes peuvent être produites sous forme de médicaments que les Sénégalais pourront utiliser. Et je pense que c'est des aspects qui peuvent contribuer à accélérer l'élimination du paludisme. Parce que le paludisme coûte cher, il faut le remarquer. Les moustiquaires, l'unité, c'est $3. Et imaginez, pendant les campagnes, nous distribuons plus de 10 millions de moustiquaires. Et donc, si ces moustiquaires sont produits ici, je vais les citer, le Nîmes. Vous vous rappelez quand on était enfant, chaque fois qu'on tombait malade, on nous mettait un truc sur la tête en arabe. Exactement, oui. Donc, ce qui veut dire en bandoulière. Il y avait quand même quelque chose qui permettait de penser qu'il y avait des vertus par rapport au paludisme. Tout à fait. Et donc, il a été prouvé que à partir du Nîmes, on pouvait trouver des huiles qui permettaient de tuer les insectes, surtout les larves. Donc, on est un pays pétrolier. Tu sais, les moustiquaires sont produits à partir des dérivés du pétrole. Et je pense que dans les 5 prochaines années, le Sénégal, l'Afrique en particulier, pourraient produire eux-mêmes leurs moustiquaires et leurs médicaments. En tout cas, moi, je suis convaincu que c'est la façon pour mieux accélérer l'élimination du paludisme.
Docteur, que vous inspire aujourd'hui ces efforts faits par le Sénégal? C'est sur le sol africain et on doit s'en réjouir, s'en féliciter. Et puis comparé au Sénégal, le Cameroun, votre pays, sur place, comment vous trouvez aujourd'hui la lutte contre le paludisme? D'autant plus que vous êtes vraiment dans un pays soumis au climat équatorial. Il pleut énormément au Cameroun. Oui, c'est justement pour cela que pour voyager même au Cameroun, tu dois faire le test du palu. Et si tu ne l'as pas fait, à l'entrée à l'aéroport même, on te prend et tu vas faire le vaccin. Et je pense que ça marche parce que et tu prends aussi les comprimés, les malarias, là. Tu dois prendre ça. Tu prends un comprimé par semaine et pendant tout ton séjour. Et ça aide, quoi. Ça aide parce que je me dis que le taux là-bas, à cause du climat, surtout, ça affecte beaucoup la population. Et l'engagement des femmes par rapport au thème retenu cette année, l'équité en santé, genre et droit, parce qu'on voit que c'est surtout les femmes qui en souffrent. Oui, les femmes en souffrent. Elles sont au chevet des malades, elles sont même souvent exposées. C'est ce que j'allais dire. Quand tu vas à l'hôpital, tu vas toujours trouver que c'est plus les femmes, les enfants qui sont hospitalisés pour la même maladie. Okay. Oui. Merci beaucoup, docteur. Alors, docteur Sen, l'autre docteur du plateau, sur le programme de célébration de cette journée ici au Sénégal, le rappel. Bon, d'habitude, chaque année, il y a une journée officielle dédiée à cette journée. Vu le calendrier un peu du ministère de la Santé, on a un peu différé la célébration qui est retenue pour le 17 mai, Inch'Allah. D'accord. Et ça se tiendra à Mbao, à Dakar. Pourquoi Dakar? Parce que Dakar, quand même, tout à l'heure, je vous expliquais la charte de morbidité qui était supportée par les 3 régions de Kédougou, de Kolda et de Tamba. Mais on a senti ces 3 dernières années que Dakar commençait à grignoter un peu sa place sur un retour du paludisme ici dans la capitale. Raison pour laquelle il fallait sensibiliser les Dakarois qu'ils doivent mettre les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Et vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'inondations en 2019, 2020, et il y a toujours des eaux stagnantes dans la banlieue qui fait que le paludisme revient. Et surtout les décès. Il a parlé un peu de la prévention du paludisme comme les nouveaux venus qui quittent un pays indemne de palu pour venir dans un pays. C'est ça. Quand tu es à Dakar, la baisse de l'immunité est presque certaine. Aline Badara, ça fait, tu ne te rappelles plus de ton dernier épisode de palu. Et donc ton immunité ayant baissé, c'est comme un sujet neuf. Et quand le palu arrive, dans les 48-70 heures, si vous ne le prenez pas en charge, peut aller vers un palu grave et mortel. C'est vrai. Et les chiffres l'ont indiqué. En 2021, nous étions à 19 000 cas de palu sur tout Dakar, mais avec 71 décès. Comparé à Kédougou, où il y a 119 000 cas de palu sur la même année, nous avions eu également 71 décès. Ah, c'est inquiétant. Donc, ce qui veut dire que les Dakarois doivent être beaucoup plus vigilants, que le palu n'a pas totalement disparu, que les gens continuent à respecter l'utilisation des moustiquaires pour toute l'année, pour toute la famille et toutes les nuits, qui permet quand même de garantir un peu une protection contre le palu. Et en cas de fièvre, de ne pas aller chez le pharmacien à côté. L'automédication. L'automédication fait partie également des choses qui tuent souvent nos compatriotes. Je souris un tout petit peu parce qu'on sait qu'il y a de nombreux symptômes du palu qui ressemblent à d'autres maladies également. Et puis le dépistage tardif, malheureusement, fait que la prise en charge, elle est assez difficile parfois. Merci beaucoup, docteur. Vous restez en plateau avec nous. On avance, on va y revenir, bien évidemment. Le test est gratuit. On va souffler un tout petit peu en musique. Le clip du jour, dans un moment, le bulletin d'info et puis la chronique d'Alioune Diop. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Vous êtes très nombreux à nous regarder ce matin sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. Avant la fin de cette émission, je lirai quelques-uns de vos commentaires, de vos contributions. On regarde maintenant le bulletin d'info. Dans un petit moment, la chronique d'Alioune Diop. Et puis bien sûr, nous interrogerons notre deuxième invité, Dr Clarisse Mefotso-Fall, en plateau avec nous. À tout de suite. La diversité du secteur privé ici présent a félicité le président de la République, l'a félicité avant, et nous tous, dans notre diversité encore, nous sommes très rassurés et très fiers de ce que nous avons entendu du président.
il a évoqué, il nous a rappelé l'importance que nous occupons dans ce pays et leur engagement et l'engagement de l'État à nous soutenir totalement dans nos différentes actions. Et les différentes actions, il attend de nous aussi que nous puissions apporter des réponses à l'emploi des jeunes, que nous partageons ensemble la souveraineté et le patriotisme économique, que nous apportons des réponses à la formation des jeunes, que nous apportons des réponses à la baisse du coût de la vie. Nous nous sommes engagés et nous nous sommes tous dans exprimer notre bonheur et satisfaction d'entendre et d'avoir notre État qui nous rejoint dans ce que nous disions tout le temps. Ça nous l'a absolument motivé, rassuré. Donc nous sommes à la disposition et nous avons manifesté notre disposition, nous avons manifesté notre engagement et je pense qu'ensemble, nous pourrons relever les défis que le pays a devant lui. Les défis de la création d'emplois, les défis de la création de richesses, le défi de la contribution de la paix dans le pays. Nous l'avions fait durant tout le processus. Nous nous magnifions comme l'international magnifique. Avec ses partenaires, ont mobilisé 85 milliards de francs CFA dans l'unique objectif de booster la modernisation de notre agriculture. Raison pour laquelle ce projet intègre 20 stockages frigo et 100 stockages secs. C'est exactement la nouvelle dynamique que son Excellence le Président de la République, le Premier ministre et tout le gouvernement ont l'intention de moderniser l'agriculture. Et le ministre d'ajouter que ces belles réussites doivent être des modèles pour que le Sénégal puisse atteindre sa souveraineté alimentaire dans les meilleurs délais. L'objectif de cette 4e conférence est de rassembler chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants, experts et professionnels pour présenter les derniers résultats scientifiques. Une occasion pour augmenter la visibilité des travaux de recherche. Nos travaux concernent la question de l'agriculture, donc une agriculture durable. On est
qu'on est maintenant, vu les contraintes climatiques, environnementales, socio-économiques, qu'on est obligé de transformer, qu'on est obligé de faire évoluer. Et donc on réfléchit entre chercheurs, mais aussi entre praticiens, entre agriculteurs, techniciens, comment on peut envisager ces agricultures du futur, ici au Sénégal, mais aussi plus largement sur l'Afrique de l'Ouest. Ces acteurs multidisciplinaires viennent de plusieurs instituts de recherche, des universités nationales et même de la sous-région. Et parmi les thématiques, il y a l'intensification durable à l'ère numérique. Souvent, quand on parlait de l'intensification, on faisait référence à la pollution, à l'usage de produits chimiques. Parce que l'intensification n'a de sens que rapporté à un facteur de production. Souvent, quand on parlait d'intensification, en Occident, on parle d'intensification par rapport aux intrants chimiques, que c'est en Amérique latine, on parle d'intensification par rapport à la machinerie agricole peut-être. Mais nous, ici, les chercheurs sont en train de réfléchir sur une intensification écologique, c'est-à-dire une intensification où c'est les fonctionnalités des écosystèmes qui sont intensifiées. Au-delà de ces axes de réflexion, des tables rondes sont prévues pour discuter de la transformation des systèmes agricoles. Le défi est comment mettre en synergie les différentes initiatives pour une agroécologie et une souveraineté alimentaire en Afrique. L'agriculture de type conventionnel, tel que ça se faisait, c'était avec un dopage des terres, c'est-à-dire un usage massif d'engrais chimiques, mais également un usage massif de pesticides. Et souvent, dans nos pays, c'est des pesticides qui sont même interdits dans les pays occidentaux, comme le DDT et autres. Donc, le fait de vouloir rendre plus écologique l'agriculture, ça permet également aux écosystèmes d'être plus résilients. Parce qu'à force de doper les sols, à force d'utiliser des produits chimiques, vous tuez la vie dans le sol. Les micro-organismes disparaissent, et donc vous tuez la vie dans le sol. Donc, le fait de rendre cette agriculture plus écologique permet également d'avoir une agriculture plus résiliente qui va résister aux chocs exogènes. Les modèles agricoles conventionnels ont pour la plupart montré leurs limites quant à la durabilité environnementale et sociale, d'où le développement de la recherche, l'innovation et l'éducation pour une transition vers la durabilité. Après avoir sillonné tout le pays, Cheikhouna Sadibou Dembélé, alias Rob, est de retour dans son terroir pour partager son amour pour le graffiti. À travers sa peinture, l'artiste parcourt les rues de la commune de Tambacounda pour leur redonner une nouvelle vie. Ouais, c'est une obsession, c'est une culture, parce qu'il y a plusieurs manières de faire des représentations, de communiquer. Il y a plein de gens qui font des œuvres sur des toiles qui sont destinées au musée, dans des salons. Mais ça, c'est le street art. C'est le street art. Donc, on s'adresse à la population. C'est l'art de la rue. Et cet art-là, vraiment, qui n'a pas ça n'a pas de frontières. C'est une communication directe avec le public, avec les gens qui passent chaque jour. Sensibiliser, embellir, Rob s'inspire aussi de l'histoire de sa région et de son imaginaire. Ouais, le pont de Mamakunda, c'est le pont ferroviaire qui porte le nom du quartier pont, Légal Pont. Ce pont a été construit depuis la construction du chemin de fer. Donc c'est le même pont qui porte le nom de mon quartier, Légal Pont. Et ce pont aussi est lié au marigot de Mamakunda et le Djinakolon. Le Djinakolon, c'est le puits de l'esprit de Tambacounda. Mamakunda, c'est le nom de l'esprit de Tambacounda et c'est le nom du marigot qui traverse toute la ville. Et tout est lié à l'environnement de Tambacounda. Ces fresques murales font le bonheur des riverains et des passants. Ils exhortent les collectivités territoriales à soutenir les artistes de la région. Je suis impressionné par le talent de l'artiste. Parce que je ne l'ai pas connu par ça, mais j'étais vraiment émerveillé. J'ai été vraiment séduit par ses dessins. Et c'est vraiment le lieu de le féliciter, mais de l'encourager. Et solliciter également l'accompagnement des autorités territoriales qui sont là pour accompagner davantage les jeunes. Et surtout les jeunes artistes, parce qu'ils sont en train de faire du bon travail, de belles œuvres ici à Tambacounda. On a fort besoin de ces gens-là qui viennent là pour un petit peu rendre le cadre de vie très, très attrayant.
Avant de passer ici, j'avais déjà l'information via les réseaux sociaux, mais je suis encore plus impressionnée en constatant de visu ces images. Ces dessins ont changé et éclairé cette avenue qui mène vers le marché Corona et autres grands lieux de commerce. Après Matam, Cap Skirring et la commune de Tambacounda, Cheikhouna Dembélé poursuit son bonhomme de chemin. Sa prochaine cible, les quartiers périphériques de la commune de Tambacounda. C'était le bulletin d'info. Merci encore une fois de votre fidélité à ce programme du matin. Place maintenant à la chronique d'Alioune Diop, les archives. On le retrouve maintenant et tout de suite. Bonjour mon cher Alioune. Bonjour Sarah, bonjour à toute l'équipe de Kenkeliba. Bon retour parmi nous. On sait que tu étais en Côte d'Ivoire pour le Massa. Alors que nous proposes-tu ce matin comme sujet? Oui Sarah, aujourd'hui nous allons parler du Massa d'Abidjan qui vient de se terminer. On va revenir sur comment est né le Massa et comment ça s'est poursuivi jusqu'ici avant de suivre ensemble cet élément de Fatou Diouf du journal télévisé. Très bien, mon cher Alioune. On t'écoute maintenant et on a envie de vivre cette expérience importante, bien sûr, pour la culture africaine de manière générale avec toi. Alors, qu'est-ce que tu auras retenu finalement du Massa et quel est l'historique de cet événement important pour la culture africaine? Voilà, le Massa, la première édition a été organisée en 1993 à Abidjan, une initiative de la CCT devenue plus tard OIF. La CCT, avec Jean Leroy, avec Alimata Salambéré du Burkina Faso, et d'autres avaient réfléchi sur comment faciliter la circulation des artistes. En ayant en considération justement la collaboration entre les pays africains. Donc, c'est Kinshasa qui devait abriter la première édition du Massa. Par la suite, il y a eu une tension politique, le dialogue national. Alors, ils avaient pensé à Lomé, au Togo. C'était la même situation politique, des remous politiques. Donc, Abidjan, Côte d'Ivoire, donc, à travers Henriette Dagri-Diabaté, à l'époque ministre de la Culture, avait demandé que le Massa soit abrité par Abidjan, la capitale ivoirienne. Et Houphouët-Boigny s'était engagé pour effectivement organiser le marché des arts du spectacle africain. On va revenir sur le nom tout à l'heure. Alors, la première édition a été organisée en Côte d'Ivoire en 1993, présidée par Alassane Dramane Ouattara, à l'époque le Premier ministre, et Henriette Dagri-Diabaté, bien sûr, ministre de la Culture. Par la suite, la ACCT a pensé qu'on peut bel et bien laisser le Massa en Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu beaucoup d'éditions avant la crise politique et il y a eu rupture, il y a eu arrêt. Et le Massa avait permis la prestation d'artistes comme Myriam Makeba à Abidjan, Manu Dibango, Aïcha Kone, bien sûr, Ernesto Djedje, François Louga, beaucoup d'artistes de renommée, disons, internationale qui s'étaient produits au Massa. Par la suite, il y a eu la relance en 2014 avec Alassane Dramane Ouattara comme Premier ministre. Alors, Alassane Dramane Ouattara qui demandait à Yacouba Konaté, à l'époque directeur général, et d'autres, et son équipe, faites-moi un budget pris en compte essentiellement par la Côte d'Ivoire, par l'État de Côte d'Ivoire, et un autre budget avec éventuellement des partenaires. Voilà comment on a relancé le Massa en 2014, et l'ouverture officielle, c'était au stade de Félix Houphouët-Boigny, avec comme invité d'honneur Youssou Ndour. Il fallait vivre ce moment. Abdou Diouf était là, président Abdou Diouf était là, à l'époque à l'OIF. Abdou Diouf était là, et Henriette Dagri-Diabaté était là, Daniel Kablan Duncan était là, tout le monde était là, Maurice Bandama, ministre de la Culture, était là. Mais il fallait voir, il fallait vivre cet événement quand le présentateur Yves Zogbo Junior avait annoncé, invité d'honneur du Massa, Youssou Ndour. Il fallait voir la réaction du stade Félix Houphouët-Boigny. C'était comme si Didier Drogba venait de marquer un but décisif pour la Côte d'Ivoire. Nous, Sénégalais, on était heureux, on était vraiment fiers de la réaction du public ivoirien. Donc, le Massa s'est poursuivi 2016 jusqu'à 2014 et jusqu'à 2018. Et
le Massa s'est toujours appuyé sur des célébrités comme Alpha Blondy, Magic System, justement, pour rehausser le niveau organisationnel et le niveau artistique aussi de l'événement. En 2018, le Massa a changé de nom. C'était devenu Marché des arts du spectacle d'Abidjan. Donc l'Africain avait sauté. Certains n'ont pas aimé. Certains disaient non, ça ne va pas faire à Gamal Abdel Nazer, ça ne va pas faire à Bourguiba, ça ne va pas plaire à Kwame Nkrumah, à Sékou Touré, etc., Abdoulaye Wade, Macky Sall et d'autres pays présidents africains. Donc il y avait un panafricanisme qui était contenu dans cet adjectif africain. Bon, 2018, 2020, 2022, 2024, maintenant, le Massa retrouve l'appellation avec africain, Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Le sigle est le même, MASA. Ce n'est pas la peine de mettre 2 A. Donc le Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Africain revient pour le plaisir de tous les panafricains, bien sûr. C'est comme ça qu'on l'a organisé récemment du 13 au 20 avril. Et nous allons justement revenir avec cet élément de Fatou Diouf qui a ramassé beaucoup d'événements, beaucoup de spectacles pour montrer que ce n'était pas seulement dans une seule scène, mais Koumassi, Abobo, Yopougon, il y avait beaucoup de scènes. On va suivre justement ensemble cet élément de Fatou Diouf du journal télévisé. Abobo danse avec le Zouali, masque traditionnel du peuple gourou. Le Massa éclaté a procuré beaucoup de joie en montrant les différentes cultures du terroir. C'est la deuxième fois que je viens au Massa et c'est vraiment une belle expérience, ça me fait toujours plaisir. C'est la première fois que j'ai l'occasion de venir jusqu'à Abobo pour assister à des spectacles un peu comme celui-ci. Et vraiment, je suis émerveillé par le talent et l'aspect spectaculaire et traditionnel. Donc, je voulais voir comment ça se danse les Aouli. C'est un côté gros. Ils ont chanté, il y a dansé aussi, il y a mis le spectacle. Avec à Fatou Diouf qui a justement ramassé un peu ce qui s'est passé entre Treichville, Yopougon, Koumassi et Abobo pour parler de la participation sénégalaise. Il y avait la slameuse Samira Fall, mais aussi le groupe féminin Def Mamadef. L'intervention aussi dans les rencontres professionnelles de Didier Aouadi est à souligner, mais aussi un Sénégalais qui se bat en Côte d'Ivoire, Cheikh Ibra Fall, plus connu sur place comme Coach Barma, avec le nom de Coach Barma, qui coordonnait justement les présentateurs et il avait élu domicile au Yelams. Yelams, un espace de diffusion où beaucoup de groupes se produisaient, 3 à 4 groupes tous les soirs, à partir de 17h, en tout cas l'après-midi jusqu'à tard dans la nuit. Et c'est Coach Barma qui assurait justement le micro principal, en tout cas le présentateur au Yelams pour le Massa. Le Massa a désormais un prix, Henriette Dagri Diabaté. La lauréate, c'est Lérier Sankofa, une chanteuse ivoirienne, un pur produit de l'INSAC, mais aussi un pur produit du village Kiyou Mbok. Donc le prix Henriette Dagri Diabaté, c'est pour la création et l'innovation féminine. Un prix uniquement pour les femmes, désormais au Massa. Le Massa, je vous le disais, qui a retrouvé son public, puisque la direction générale a travaillé avec les 10 communes d'Abidjan, mais aussi avec les ressortissants pour une mobilisation. Donc, les prestations se faisaient avec beaucoup de gens. Le public était venu nombreux. Le Massa, donc, a retrouvé son public. C'est ainsi que je vous quitte, Sarah, pour vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, justement, de votre rubrique Archives dans Kinkiliba. Je vais retrouver Yolande Ndiaye dans le studio Ahmadouba pour plus près de vous. Guelen Diégué, à la semaine prochaine. Merci, mon cher Alioune Diop. Excellente journée, bien évidemment. Et puisque tu as parlé de prix dédiés aux femmes, ensuite, tout simplement, très facilement, la transition est trouvée. On va donner la parole maintenant à Dr Clarisse. Je peux dire Fall ou vous y tenez au Mefotso? Fall, tout simplement. Très bien. Allez, présidente internationale du réseau des 1000 femmes africaines. Et vous êtes à Dakar, notamment pour l'installation du bureau exécutif de l'antenne sénégalaise. Voilà, une bonne chose, une bonne nouvelle pour nos sœurs du Sénégal, mais c'est l'occasion pour nous peut-être de connaître davantage ce réseau-là, comment il est constitué. Alors, comment ce réseau-là est-il constitué, Madame Fall? Est-ce qu'il se limite seulement à 1000 femmes, si on se fie au nom? Au nom, oui, c'est ça, des 1000 femmes voilà, africaines.
Voilà. C'est la rapport à quoi? Le chiffre 1000. Nous voulons 10 000, 100 000, 1 million et plus, quoi. Oui. Donc, c'est juste le nom du programme qui a été développé en 2014, juste avant le développement durable qui était fait en 2015 en tant que directrice exécutive d'une institution à New York qui s'appelle African Hope Committee et aussi accréditée avec les Nations Unies, avec ECOSOC. Nous avons compris que implémenter le développement durable numéro 17, qui est partenariat, était très important pour implémenter tout le reste des objectifs. En ce moment, avec le conseil administratif, nous avons créé 1000 African Women Network, comme ça se dit en anglais. Et depuis lors, vraiment, c'est un succès parce que nous rassemblons beaucoup de gens, nous regroupons beaucoup de gens. Ça apporte beaucoup d'autonomie aux hommes, aux femmes. Aux hommes? Aux hommes, bien sûr. Les hommes font partie, évidemment, de... Exactement. Parce que quand on entend 1000 femmes, on se dit que c'est que des femmes. Il y a bien des hommes. Oui, il y a bien des hommes. Et encore, on ne peut pas exclure. Quand on parle du genre, on ne peut pas exclure l'égalité des sexes. Ces hommes aussi, même, je pense que pour le moment, apportent beaucoup dans le programme de 1000 African Women Network. C'est ça. Et il y a combien d'antennes aujourd'hui? Il y a antennes. Présentement, nous avons une présidente au Nigeria. Nous avons une présidente au Niger. Au Congo-Kinshasa. Elle, qui est au Congo-Kinshasa, est aussi présidente pour Rwanda et puis Burundi. Voilà, des pays frontaliers. Exactement, voilà. Et nous avons des vice-présidentes. Ici au Sénégal, on avait déjà une vice-présidente et nous sommes en train d'installer la présidente. Le choix est déjà fait? Pas encore? Non, c'est samedi. Samedi, Inch'Allah, que vous ferez le choix. L'événement, c'est samedi. Et vous êtes sur pas mal de sujets, hein, par exemple le renforcement des femmes dans le domaine de la santé publique. Ça, vous l'avez un peu effleuré tout à l'heure lors de l'entretien avec le docteur docteur Sen. L'immigration, la question de l'immigration, on voit à l'arrivée en Europe de ces canaux et autres là, beaucoup de femmes qui débarquent, des Africaines. Souvent, certaines même ont leur bébé dans les bras. Main, oui. Ça, c'est une nouvelle donne. African Hope, comme je dis, l'autre but, c'est de promouvoir des services de santé, de social, et puis de l'immigration. De l'immigration. L'immigration, généralement, ça se passe sur place. Aux États-Unis, dans le domaine national, mais nous adressons aussi le côté international par rapport aux personnes qui cherchent des regroupements familiaux, qui se passent peut-être surtout légalement. Pour que les familles ne soient pas dispersées. Exactement, légalement. Et il y a présentement, avec cette masse que nous tous nous voyons en train d'immigrer aux États-Unis, ça devient un problème. Ça devient un problème. Et ça, c'est la migration plutôt. C'est une migration que je pense que nos États doivent vraiment commencer à adresser ça rapidement et peut-être mettre même fin à ça. Alors, rapidement, est-ce que vous encouragez vos membres, surtout les femmes, à s'engager en politique pour plus de leadership féminin sur le continent africain? Est-ce que ça, vous le faites? Absolument. Dans 1000 African Women Network, c'est aussi important. Le leadership, c'est l'un des points les plus importants pour les femmes. Et c'est important de voir plus de femmes en politique et aussi dans les domaines privés, de créer, d'être des entrepreneurs. Parce que nous faisons beaucoup de coaching et des programmes d'entrepreneuriat
Okay. C'est l'un des points vraiment très importants pour le 1000 African Women Network. Merci beaucoup, Madame Fall. Le rappel du programme, donc, c'est ce samedi? C'est ce samedi de 9h, je pense, à 13h30. Pour l'installation donc de la cellule de l'antenne du Sénégal. L'antenne du Sénégal. Du réseau des 1000 femmes. En plaçant la membre présidente. Ok, merci beaucoup et merci également à Elisabeth Monté, qui a facilité votre venue sur ce plateau. Monté. Une dame très engagée aussi. Exactement, qui a aussi assisté beaucoup à nos événements à New York. L'année passée, elle était là pour l'Assemblée générale. Elle est venue spécifiquement pour notre événement à l'Assemblée générale. Voilà, merci beaucoup et félicitations à vous. Sarah? Eh bien, il nous reste tout simplement 2 minutes avant la fin de cette émission. Docteur Sen, j'allais dire un dernier mot, justement, allant dans le sens de la lutte contre le paludisme. En 1 minute, s'il vous plaît. Mais vous remercier et dire que pour atteindre l'élimination du paludisme, il faut l'engagement de tout un chacun. Et chacun doit se sentir concerné et respecter les consignes pour se protéger contre le paludisme. Et ce sera le mot de la fin. Une baisse du budget, le budget, il est conséquent? Bon, jusqu'à présent, quand même, sauf que pour le Fonds mondial, ça a été un peu réduit. C'est vrai. Bon, ça touche beaucoup, c'est ce que j'allais dire, beaucoup d'autres secteurs également. 7h59, si vous aviez un message pour les femmes ce matin, docteur Clarisse, ce serait? Je dis toujours, le bien-être, c'est très important. Et c'est un programme que nous venons d'implémenter à African Hope. Nous avons vraiment vu que le besoin, il y a le besoin. Nous faisons beaucoup pour les autres, mais il est temps que nous faisons pour nous. Que les femmes pensent à leur bien-être. Merci, coach Tandara. Oui. Merci, mon cher Alioune. Merci, et merci aussi à une autre grande dame qui nous a démarché, donc le docteur Sen, Seynabou Diakhané, ma camarade de promo du CESTI. Ok, Seynabou, bonne journée. Voilà, que le bon Dieu veille sur mes neveux. Je pensais que tu parlerais de notre Binta Bokoum, du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Cette fois-ci, c'est Seynabou. Merci aux équipes techniques qui nous ont accompagnés également à Régie, à la réalisation de cette émission. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Prenez soin de vous et gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Au revoir. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be.